Yorana Tatou Pauroa. Aujourd'hui dans Manava, votre émission Info Service, on a réuni 4 experts pour répondre à vos questions sur le thème problèmes fonciers et logement. Vous êtes nombreux à nous avoir expliqué votre situation et aujourd'hui, c'est votre émission avec nos invités. Jean-Philippe Pina, président de la Chambre des notaires et Stéphanie Wong Yen, avocate et présidente de l'Association de juristes de Polynésie française d'un côté, Yorana. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons 2 agents immobiliers, à savoir Benoît Rojon et Sabrina Bahout, qui sont agents immobiliers. Yorana. Alors, on va commencer avec Jean-Philippe. Il y a Tati Ourou88 qui nous dit sur Facebook: je viens d'hériter d'une maison et cette année, je me rends compte que je n'ai que 2 mois pour régler mes impôts. Pourquoi ce délai, sachant que certaines familles ont des difficultés financières? Quand on hérite d'un bien, à un moment donné, on doit payer des impôts à une date. Je pense que cette personne parle de l'impôt foncier qu'elle a dû recevoir courant juillet et il se trouve qu'elle doit le payer sûrement avant fin septembre. Mais comme tout un chacun. Par contre, si elle n'a pas les moyens de le payer, il faut qu'elle prenne attache avec l'administration fiscale pour demander un étalement, un paiement différé, fractionné. Et si elle ne paye pas dans les délais, elle aura une pénalité de 10%. D'accord, mais généralement, ça va, comment dire, ils sont assez compréhensifs pour ce genre de délai rallongé. Vous le demandez gentiment. Et ça devrait bien se passer. On continue avec TVI 987 qui demande: je cherche une location et un agent immobilier me demande de payer avant même la visite. Est-ce que c'est légal, Benoît? C'est un peu compliqué parce que c'est pas dans les us et coutumes. Normalement, on fait pas comme ça. On fait la visite, on voit pour présenter des dossiers au propriétaire et seulement après décision du propriétaire, on va démarrer la période de location. Et de fait, on ne doit pas payer avant. D'accord. Justement, après discussion entre TVI et l'agent immobilier, il demande 2 à 3 mois de loyer pour emménager. Pareil, est-ce que c'est légal aussi? Alors là, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du dépôt de garantie, on peut payer jusqu'à 1 mois et demi de dépôt de garantie. Et puis ensuite, on doit payer également le prorata du mois en cours si le début de bail démarre au 15 ou le mois complet si le bail démarre au début du mois. Donc, si on a un doute, il faut se renseigner sur l'agent immobilier en question. Oui, je pense que c'est le mieux à faire. Et puis, regarder un petit peu les agences de la place connues. Et puis, en général, ça se passe bien, mais il faut faire attention. Sabrina? Il n'y a pas 3 mois, en tout cas, de loyer. Si la question est celle-ci, il n'y a pas de 3 mois de loyer à verser, non, c'est sûr. Donc, on peut se poser des questions à partir du Oui. moment où il y a 3 mois de loyer à payer pour pouvoir Tout à entrer fait. dans un bien. Mm. On continue avec Stéphanie. Il y a Hina Fratutra qui dit: je vous suis depuis la France et je ne sais pas si les lois sont similaires ici au Fénois. Donc, elle se renseigne. Étant loin, ma maison reste vide et j'aimerais savoir si la taxe foncière s'applique aux propriétaires de logements vacants. Oui, parce que la taxe foncière est attribuée en fait aux logements, aux constructions en fait, et qu'ils soient vacants ou pas, il n'y a pas de différenciation en Polynésie française. D'accord. Bon, on va continuer avec Maria qui me dit: j'ai un souci avec mon colocataire, hygiène déplorable, violence, chantage. Comment puis-je le mettre à la porte? Je me tourne vers Benoît. Alors, il y a plusieurs choses là. Si ça ne concerne que de l'hygiène, bon, c'est à se mettre d'accord avec le colocataire. En revanche, si on a affaire à des scènes de violence, de chantage, c'est une infraction pénale. Il faut appeler les forces de l'ordre qui doivent intervenir. À ce moment-là, certaines personnes ont réagi et ont dit: juste tu mets ces affaires dehors. Est-ce que c'est légal s'il y a un contrat de colocation? Alors, ça dépend effectivement du type de bail qui a été rédigé au départ. Si les 2 personnes sont colocataires réellement et que les 2 noms sont inscrits sur le bail, on ne peut pas mettre quelqu'un dehors. Et si c'est une sous-location, par exemple? La sous-location, pareil, est soumise à l'approbation du bailleur. D'accord. Et dans quelles conditions, si on reste sur la sous-location, dans quelles conditions est-ce qu'on peut sous-louer un bien? Il faut avoir l'accord du bailleur, du propriétaire, Tout simplement. tout simplement. Sabrina, tu voudrais Oui, il réagir? faut que ce soit mentionné en fait dans le bail. Il faut qu'il y ait une clause qui parle bien de la personne en question. Oui. Qui autorise la sous-location dans le bail. Oui. Jean-Philippe, je me tourne vers toi cette fois-ci. Il y a Papa VTA qui me dit: sa maman est décédée depuis son conjoint, donc le conjoint de la maman, qui n'est pas son père, a décidé de faire sa loi. Donc ça tombe bien, ça nous permet de rebondir sur la violence dont vient de parler justement Benoît. Il n'était pas marié, a-t-il des droits sur la maison? Alors, si le conjoint était marié, il peut avoir des droits qui résultent de la loi, en usufruit, en pleine propriété. Mais s'il n'était pas marié, il n'a des droits que s'il est couché sur le testament de la maman. S'il n'y a pas de testament, il n'existe pas, c'est un étranger. Il n'a aucun droit dans la succession. Donc s'il est inscrit sur le testament, il y a quand même un petit souci.
En fonction, la maman a très bien pu lui laisser l'usufruit, l'usage de la maison. C'est parfaitement possible. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut contester? Contester un testament, c'est-à-dire qu'il faudrait demander à la justice de constater que le testament est nul, que la personne qui a rédigé le testament n'était pas en capacité de le faire. Procédure longue, vérifier que c'était bien l'écriture, constater qu'il n'y a pas une inscription en faux. Donc c'est une procédure longue et parfois coûteuse. Et Souvent vouée à l'échec, parce que ce qu'oublient les héritiers, c'est que quand une personne rédige un testament, c'est un arbitrage, c'est le choix d'une personne. Peut-être que la maman a fait un testament parce qu'elle ne voulait pas que les enfants mettent dehors son conjoint. Et justement, s'il n'est pas sur le testament, mais qu'il décide de rester, comment est-ce que je peux faire? Et ben, s'il n'est pas marié et qu'il n'est pas sur le testament, il doit dégager. Tout simplement. Oui. Donc là, c'est au niveau de la police qu'il va falloir l'appeler pour pouvoir le déloger. Je me tourne vers toi, Stéphanie. Ouais, généralement, quand on vient me voir, c'est une procédure en expulsion qu'il faudra faire contre la personne, une expulsion sans droit ni titre. Donc d'abord délivrer une sommation de quitter les lieux par huissier de justice et ensuite faire une procédure devant le tribunal. D'accord. Et comment ça se passe? Dans le cas de notre ami Paparavetea, qu'est-ce qu'il faut qu'il fournisse, pardon, pour pouvoir faire cette procédure? Démontrer ses droits de propriété, le fait Mhm. que la propriété appartenait uniquement à la maman ou à la maman et à son papa à lui, et ensuite donc démontrer son intérêt et sa qualité à agir. Après avoir sommé de quitter les lieux, si la personne ne quitte pas les lieux, on saisit le tribunal d'une requête en expulsion sans droit ni titre. Et ensuite, voilà, on demande au tribunal de l'expulser puisqu'il n'a aucun droit à faire valoir sur la terre. Et ensuite, le tribunal, si tout est en ordre, ordonnera l'expulsion sous astreinte, généralement avec le concours de la force publique. On va un petit peu vite parce qu'on parle déjà de procédure d'expulsion, mais finalement, est-ce qu'on peut appeler, par exemple, médiateur foncier, quelqu'un qui pourrait éventuellement convaincre la personne de sortir? Ça se fait aussi? Oui, bien sûr, on peut toujours appeler un médiateur pour essayer de concilier les parties. Généralement, c'est conseillé avant, mais dans ce cadre-là, c'est ça, c'est la sommation de quitter les lieux et ensuite on discute éventuellement, mais s'il n'y a pas d'accord, on est obligé de passer par la procédure d'expulsion. Je reste avec toi pour la prochaine question. C'est I'm Scorpion qui demande, est-ce qu'un indivisaire peut construire sur un bien en indivision? À ses risques et périls. C'est-à-dire C'est-à-dire? il a des droits sur la propriété indivise, donc il pourrait construire s'il veut. Cependant, si jamais il y a un partage qui est déclenché et que cette personne ne remplit pas les conditions de l'attribution préférentielle, c'est à ses risques et périls. C'est-à-dire qu'on va former des lots indépendamment de la construction et si les gens ne se mettent pas d'accord entre eux pour l'attribution des lots et notamment là où il y a la construction à la personne qui a construit, ce sera un tirage au sort. D'accord, donc pour imager, si j'ai sur un terrain Ouais. qui est en indivision, Ouais. j'ai construit ma maison Mhm. et malheureusement le partage fait que ma maison elle est pile sur une délimitation, Oui. on va la détruire? Oui. Purement et simplement. Les propriétaires qui seront attributaires des deux lots sur lesquels la maison sera pourront demander la destruction de la maison et l'expulsion des personnes qui y sont, qui deviendront, après le partage, sans droit ni titre sur ces parcelles-là, D'accord. puisque potentiellement il aura eu une autre parcelle. Bon, c'est un petit peu embêtant quand même. Je me mets dans cette situation, hein. J'ai construit ma maison, c'est un petit peu embêtant. Est-ce que je peux arranger le partage pour avoir la parcelle sur laquelle je suis? Alors en demandant l'attribution préférentielle, il faudra remplir les conditions prescrites par la loi, c'est-à-dire soit occuper la terre depuis le décès de la personne dont on demande le partage de façon continue à titre d'habitation principale ou de façon dérogatoire si généralement on a des terres indivises sur plusieurs générations, donc on ne peut pas habiter depuis que la personne qui est propriétaire est décédée. Mhm. Donc il faut pouvoir justifier avoir habité depuis 10 ans sur la terre de manière paisible, continue, publique. Et à partir du moment où on remplit ces conditions, on va attribuer préférentiellement la parcelle occupée à cet indivisaire et donc on va devoir faire le partage en prenant en compte en fait son occupation. D'accord. Question suivante pour Sabrina de Kekekinu qui nous dit j'ai besoin d'un local de travail, mais quelle différence entre un local commercial et un bureau? Alors, le local commercial et le bureau, ça va dépendre du bail, en fait, de la destination du bail. Donc, on a les bureaux qui sont généralement sous des baux professionnels, les locaux commerciaux sous des baux commerciaux. Et en fait, le bail commercial qu'on appelle le bail 369 est surtout dans la situation où il y a de la vente, où il s'agit du commerce. Mhm. Il doit aussi y avoir des autorisations bien spécifiques pour pouvoir accueillir le public.
Ce sont des autorisations qui sont pas toujours évidentes à obtenir. Le bail, enfin le bureau, ça va être un bail professionnel où à ce moment-là, il s'agit plutôt de profession libérale Ou ou du tout type service, de par exemple. voilà, tout type de profession où il n'est pas nécessaire, enfin où il n'y a pas de vente en fait. C'est un petit peu la seule différence, on va dire. Tout est régi par le bail en tout cas. Je me mets à la place d'un propriétaire parce que tu viens de nous expliquer ce qu'il fallait faire pour avoir un local commercial. Mais je me mets à la place du propriétaire. Si mon local commercial, finalement, je veux qu'elle devienne une maison, par exemple, ou un appartement, c'est possible de faire un retour en arrière, on va dire? Oui, alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Si par exemple on est en lotissement, si par exemple, enfin ça va dépendre d'énormément de choses. Tout dépend de l'emplacement. Mhm. Si on a pignon sur rue, parce que généralement les locaux commerciaux qui sont intéressants et qu'on recherche sont des locaux qui vont avoir pignon sur rue, qui vont être bord de route. C'est pas tout à fait ce qu'on imagine pour une habitation en fait. Maintenant, si on est régi par tout ce qui est copropriété, etc., on ne peut pas. Alors dans le cas d'un local commercial, ça va pas vraiment être la situation qu'on va voir. Ça va plus être pour les bureaux. C'est-à-dire qu'on est en copropriété, on a un appartement, on souhaiterait le transformer en bureau, ou alors on a un bureau et on le souhaiterait le transformer en F2, F3 en appartement pour une habitation. À ce moment-là, il faut demander à la copropriété, au syndic, de changer de destination de bail, encore une fois. Et on basculerait sur un bail habitation. Mais le local commercial devient rarement une maison par C'est rapport plus- à son emplacement, en fait. C'est plus l'inverse alors qui se déroule. Oui, qui se souvent. passe. Je me tourne maintenant vers Jean-Philippe. C'est Mamatoti qui me dit j'ai 3 maisons, une sur Moorea et 2 sur Raiatea. Comment sont quantifiés les impôts selon les biens et est-ce que le lieu influe sur les impôts? Bon, les impôts, essentiellement les impôts fonciers, sont quantifiés par rapport à la valeur des constructions. Donc, il va payer un impôt foncier. Sur sa fiche d'impôt foncier, on aura la liste des 3 propriétés. Si un des biens est en location, l'impôt foncier sera calculé par rapport à la valeur locative déclarée à la DICP. Ensuite, suivant les communes, il peut y avoir des différences en fonction des centièmes additionnels, plus ou moins, d'impôt foncier. Un bien d'égale valeur peut être taxé un peu moins dans une autre commune si elle a voté des centimes additionnels moins importants. Et tu parles de centimes additionnels, ça veut dire que la différence n'est pas énorme finalement? Non, en fait, dans le calcul de l'impôt foncier, en gros, tu as une taxe principale et la commune perçoit en général maximum 50% de la taxe principale. Elle peut percevoir plus ou moins que cette quantité-là. D'accord. Benoît, j'ai le banni de Tok Tok qui vient de dire je viens de me disputer avec mon propriétaire car j'ai récupéré un chiot abandonné. Très gentil de sa part, mais apparemment il est rentré sans animaux de compagnie. Quelle race de chien est acceptée? Est-ce que le propriétaire peut refuser une race de chien en particulier ou juste les animaux en général? Alors en fait, on ne peut pas vraiment refuser un animal. À l'entrée dans les lieux, il y a 2 cas de figure en fait. À l'entrée dans les lieux, le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, assez tendu, il y a des propriétaires qui ne souhaitent pas avoir d'animaux dans les locaux par peur de dégradation. Et de fait, ça peut être un critère. On n'a pas le droit normalement d'envisager ce critère-là. Pour autant, comme il y a beaucoup de demandes, les propriétaires ils font leur choix. Et nous, pour pas rompre la confiance qu'on a avec les propriétaires, on est obligé de leur indiquer si oui ou non il y a des animaux. En revanche, quand on est déjà locataire et qu'on récupère un chien abandonné, c'est pas une clause qui peut permettre à la sortie des lieux. Donc, D'accord. le propriétaire sera obligé d'accepter le chien. Donc la personne en question peut garder le chien ad vitam aeternam à partir du moment Oui. où, comme tu disais, il n'y a pas de dégradation, etc. Exactement. Après, Mais- le propriétaire qui a le droit de visiter son appartement une fois l'année, s'il constate en revanche des dégradations, là, ce sera une clause résolutoire qui peut permettre de faire sortir le locataire. Donc c'est à ses risques et périls. Exactement. Je prends un autre exemple, enfin toujours dans cet exemple-là, mais une autre situation. J'ai des animaux de compagnie, je connais tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais je le dis pas, que ce soit à l'agent immobilier, que ce soit au propriétaire, je mens consciemment et je cache mes animaux jusqu'à l'emménagement. C'est compliqué parce que c'est sûr que c'est un manque d'information. Mhm. En général, c'est mieux d'en parler parce que ça évitera les complications par la suite, surtout en cas de dégradation. Et si jamais j'en discute avec le propriétaire et que je lui dis oh, normalement vous pouvez pas m'interdire les animaux, ça j'ai le droit de lui en parler? Il est propriétaire, il est propriétaire de son bien, il décide de ce qu'il en veut. Donc là, la phrase maître, c'est vraiment à vos risques et périls vis-à-vis des Exactement. animaux. Stéphanie, il y a Terehire qui me dit le bornage de notaire a été réalisé il y a 20 ans. Est-ce que celui-ci est toujours valable aujourd'hui?
Si c'est un bornage judiciaire ou un bornage conventionnel qui a été signé par toutes les parties, oui, il est toujours valable. Donc, s'il y a un plan de bornage, le géomètre va se conformer à ce plan qui a été fait, que ce soit il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 5 ans. Est-ce que je peux demander à un géomètre de venir revérifier le bornage parce que j'ai un doute? Si le bornage est légal ou conventionnel qui a été signé par tous les copropriétaires, quand bien même on ferait revenir un géomètre, il devra en fait se conformer sur le bornage qui a été décidé déjà. Donc il y a une différence entre le bornage et la délimitation. Donc la délimitation n'est pas opposable à toutes les parties, alors que le bornage, et c'est pour ça que dans le bornage, il faut que tous les coindivisaires des terres, généralement, soit présents, soit à la signature d'un acte conventionnel, soit au bornage judiciaire. La deuxième partie de cette question concerne l'estimation de la valeur des terres qui a été réalisée il y a 15 ans. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui ou est-ce qu'il faut refaire l'évaluation? Ça dépend dans quel cadre, mais si on est dans le cadre d'un partage, il faudra toujours avoir une évaluation au plus proche du partage. Tout simplement. Jean-Philippe Pilou nous dit, est-ce qu'un enfant Fa'amou, donc adopté, peut hériter de ses parents Fa'amou? Oui, à la seule et unique condition qu'il soit sur le testament. Un enfant Fahamou, c'est un enfant qui a été éduqué hors lien génétique, Sanguin. sans adoption, sans rien, sans que ça ait été constaté judiciairement. Donc un enfant Fahamou n'hérite de ses parents Fahamou que si les parents Fahamou ont fait un testament en sa faveur. Sinon, ça reste un étranger à la succession de ses parents Fahamou. Donc je me mets à la place du parent Fa'amou, il faut que je puisse préparer ça sur mon Bien testament. sûr. Est-ce qu'il peut y avoir des contestations? Souvent. Alors souvent, parce que les enfants légitimes naturels ne comprennent pas pourquoi il y a un enfant de plus, qui faisait partie de l'histoire peut-être de la famille, mais ils ne comprennent pas pourquoi cet étranger intègre une succession. Mais en même temps, on a aussi des cas où les enfants veulent faire hériter un frère ou une sœur Fahamou, parce qu'ils considèrent que cette personne a vécu avec eux pendant toute leur enfance, et donc lui préserve un droit sur des terrains et souvent lui attribue un bien au terme d'un acte de partage, une donation en la faveur de cet enfant Fahamou. Ah, c'est étonnant ce genre ça de arrive. cas. Ça arrive rarement quand même, je suppose. Ça arrive quelquefois quand Ah même. oui, quand même. Oui, Donc oui. il y a beaucoup de bienveillance entre les frères et sœurs, que ce soit Fa'amou ou de Bienveillance liens. pas tout le temps, mais parfois un peu la justice familiale qui fonctionne. Et s'il y a un désaccord entre les héritiers, on va au médiateur foncier ou au tribunal? De toute façon, dès qu'il y a un désaccord, ça finit mal. On peut toujours prendre un médiateur pour essayer de concilier, mais soit c'est consensuel et les gens font leur partage devant le notaire, soit il y a un conflit, un désaccord, on finit au tribunal. Et dans la procédure au tribunal, on peut passer par une phase de conciliation pour voir si on peut raccrocher les wagons. Stéphanie DJ Matt nous demande la prescription trentenaire, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est une notion qui est toujours d'actualité. Donc, prescription trentenaire, c'est la même chose que usucapion, Donc qu'est-ce que c'est? Parce que moi je ne sais pas ce que c'est. et qui est la même chose que eitow. C'est-à-dire que quand on occupe une terre pendant plus de 30 ans, Mhm. de façon continue, paisible, publique, à titre de propriétaire et de façon non équivoque, et qu'on cumule toutes ces conditions, on peut prescrire la terre. C'est-à-dire que normalement, le droit de propriété qu'on a par titre, par un acte de vente, est imprescriptible. C'est-à-dire que si on n'utilise pas une terre qui est par exemple au fin fond de la vallée ou en haut d'une montagne, on ne perd pas la terre par le non-usage. Mais si quelqu'un vient occuper la terre et que le propriétaire par titre ne réagit pas dans les 30 ans, eh ben on va venir le sanctionner en disant celui qui a occupé la terre, qui s'est fait passer pour le propriétaire pendant 30 ans, de façon publique, tous les voisins pensent qu'il est propriétaire, que lui-même pense qu'il est propriétaire parce qu'il pense avoir hérité de cette terre, il va pouvoir venir prescrire la terre et donc obtenir devant le tribunal un titre de propriété et devenir propriétaire par prescription trentenaire. Donc c'est toujours d'actualité et on peut avoir un terrain sans avoir forcément de titre de propriété aujourd'hui alors. Tout à fait. En fait, c'est le jugement qui va créer le titre de propriété, mais la prescription trentenaire va vraiment venir sanctionner le propriétaire par titre qui n'a pas réagi dans les 30 ans. Alors 30 ans, ça fait quand même une certaine marge pour pouvoir réagir, mais je me mets à la place d'un propriétaire, est-ce que je peux venir contester? C'est-à-dire que généralement, on se rend compte qu'on est propriétaire et puis on va venir et puis on va faire une expulsion de la personne qu'on prétend sans droit ni titre. Du coup, la personne qui est dessus peut opposer une prescription trentenaire si ça fait plus de 30 ans qu'elle est dessus. Et si le tribunal décide
qu'il est devenu propriétaire par prescription trentenaire, cette prescription est rétroactive. Du coup, en fait, on aura toujours considéré qu'il était propriétaire de la terre. Donc, celui qui demande l'expulsion n'a plus de droit à faire valoir sur la terre et il sera débouté de sa demande d'expulsion. Benoît, c'est lui ça, nous dit « Je payais 85 000 francs de loyer en 2018 et en 2024, pour un bien similaire, je paye 110 000 francs. Mon propriétaire peut-il augmenter mon loyer comme bon lui semble ?» Alors, si c'est le même bien, le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer comme bon lui semble. Il y a l'ISPF qui publie tous les ans un indice et tous les ans, le loyer peut être révisé. En ce qui concerne un bail meublé. En revanche, pour un studio qui valait 85 000 francs en 2018, aujourd'hui, s'il est loué le même ou un équivalent à 110 000, c'est la loi du marché, hein, et puis les augmentations des prix. Et les locataires, pardon, les propriétaires sont seuls à définir les prix. Ouais. Du coup, question qui rejoint un petit peu celle-là, Sabrina, si mon propriétaire n'a pas augmenté les prix pendant 10 ans et il s'est dit, ben, tiens, j'ai envie de m'aligner, est-ce qu'il peut venir me demander, en tant que locataire, il peut venir me demander d'augmenter mon loyer? Oui, tout à fait. Comme Benoît l'expliquait, il y a possibilité de revoir avec l'indice de l'ISPF où on en est sur l'augmentation. Bien sûr, encore une fois, si le bail est en cours, on ne pourra pas augmenter au-dessus de ce que l'indice prévoit. Donc, d'un seul coup, il peut m'augmenter 20 000 francs comme ça, je suis S'il pieds ne l'a poings pas liés. fait pendant 10 ans, oui. D'accord. Et je suis obligé d'accepter et je ne peux pas contester alors. Non, Non, mais non, l'augmentation n'est pas énorme généralement. En tout cas, ça ne peut pas être 40 000 francs comme ça en 2 ans. Mais si on suit l'indice, oui, L'indice, ça- c'est quelques pourcents hein, par an. Hein. voilà, c'est pas grand-chose. Donc, à partir du moment où c'est pas exagéré, on va dire, cette augmentation. Oui, en fait, le locataire, si son propriétaire lui parle d'une augmentation de loyer, je pense qu'il faut qu'il se renseigne et qu'il lui demande qu'est-ce que prévoit l'indice, en fait. Et donc, il sera à ce moment-là, le propriétaire sera dans l'obligation de se plier à ça. Ok. Il faut le savoir, en effet. Partons maintenant sur un terrain. Jean-Philippe, il y a Lilise qui aimerait investir sur un terrain et elle aimerait savoir comment estimer les frais de notaire. Déjà, elle a bien raison d'investir. Et les frais dépendent de la valeur du bien. Les frais vont aussi dépendre de la qualité de l'acquéreur. Est-ce qu'elle est en première acquisition ou pas? Si elle est en première acquisition, elle a des taux réduits. Si ce n'est pas une première acquisition, elle aura environ 12% de frais. Dans les 12%, il y a 11% pour le territoire. Donc, elle peut trouver des simulateurs de frais d'acquisition. On dit frais de notaire, mais en fait, ce sont des frais d'acquisition, parce que le notaire collecte des impôts pour le compte du pays. Donc, il y a des simulateurs sur les sites des notaires et en général, les clients appellent un notaire de leur choix pour demander une estimation. C'est gratuit. Tout simplement. L'estimation est gratuite. L'estimation et le rendez-vous pour l'estimation est gratuit. Oui, c'est toujours. Tous les rendez-vous sont toujours gratuits, bien sûr. Benoît, je reviens vers toi. Il y a Poa Suke qui dit « Je loue un studio. Je n'aime pas la couleur. Si le bien est rouge, par exemple, bon, c'est un cas assez spécifique. Puis-je reprendre les murs selon mes goûts en blanc, en bleu ?» Alors, à partir du moment où on paye un loyer, on fait un peu ce qu'on veut, sauf au niveau structurel. C'est-à-dire que si on veut tomber un mur ou ouvrir une fenêtre, etc., ça, on n'a pas le droit de le faire, sauf avoir un accord express du bailleur. Pour tout ce qui est décoration, dans l'absolu, on peut faire à peu près ce qu'on veut. La seule contrainte, c'est à la sortie des lieux, ou si le propriétaire exige la remise en état initiale, eh bien, on sera obligé de repeindre en rouge. Le mieux, pour simplifier toutes ces choses-là, c'est de faire des demandes régulièrement à son bailleur. Et la plupart du temps, ça embellit le bien, donc il n'y a jamais de problème avec les propriétaires. Et Stéphanie, quelles sont les aides proposées aux familles qui souhaitent s'occuper des affaires de terre? Alors, il y a une aide AISI qui a été sortie, une aide à la sortie de l'indivision, qui peut être demandée dans le cadre d'un partage amiable chez le notaire, où les frais seront pris en charge, il me semble, jusqu'à hauteur de 5 millions. Et autrement, cette aide peut être aussi demandée, mais en fin de procédure judiciaire, c'est-à-dire au moment où on va demander la prise en charge des frais de transcription ou des frais d'intervention du géomètre pour venir borner le terrain ou établir le document d'arpentage. Par contre, si on veut avoir une aide en début de procédure, il faut remplir des conditions financières en fait, et on pourrait demander l'aide juridictionnelle pour avoir un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, donc ce serait pris en charge, un géomètre, et puis tout ce qui est frais d'huissier, etc.
Alors, les affaires de terre, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a des guides pour pouvoir être aidé et Oui, justement guidé? il y a un guide. Alors, il y a un guide qui a été rédigé par l'association de juristes de Polynésie française, Mhm. qui est le guide pratique des affaires de terre, où on peut trouver plein d'informations dedans sur les fonctions, les professionnels, en fait, les géomètres, les notaires, les avocats, l'histoire du foncier en Polynésie française. Et ça permet d'avoir déjà des premières notions dans cette matière et de savoir quel professionnel consulter au moment où on se pose une question, en fait. Donc, on n'hésite pas. Ce guide est disponible aussi sur un site, sur Internet. Alors, ce guide était disponible. Si vous en voulez, en fait, il faudrait écrire à l'association de juristes de Polynésie française pour voir s'il y a encore des exemplaires disponibles. Il a été distribué gratuitement lors de conférences sur les affaires foncières. Il était à disposition aussi à la librairie Climat, mais je pense qu'on a récupéré tous les exemplaires et là, si vraiment vous en voulez un, on n'a pas encore réédité le guide parce que c'est sur fonds propres, donc on n'a pas d'aide, hein, c'est l'association qui le fait. Et oui, il faudrait écrire à l'association et on pourra en mettre à disposition. Alors, comme vous pouvez le voir, on a encore beaucoup de questions, mais c'est déjà la fin de notre émission. Si vous voulez voir nos émissions, justement, n'hésitez pas à aller sur tntv.pf pour les différents replays et qui sont aussi disponibles sur YouTube. Et n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook Manava émission info service pour refaire une émission avec toutes vos questions sur un prochain sujet. Merci beaucoup à nos experts d'avoir répondu à nos questions. Merci. On se retrouve lundi à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée avec à 18h votre VAT. Bon week-end, prenez soin de vous. Maururu Totato Farerira, Trahoma Parheana.